Et si l'homme que tout le monde craignait avait été sauvé par la seule personne qu'il n'aurait jamais remarquée en temps normal. La chambre 847 baignait dans une lumière pâle de petit matin. Le silence y était si dense qu'on aurait pu croire le temps suspendu si le bip régulier du moniteur cardiaque n'avait pas rappelé que la vie, fragile mais obstinée, circulait encore. Alexandre Delacroix reposait immobile depuis 8 mois. Son visage, autrefois affiché en couverture des magazines économiques, semblait presque méconnaissable sans l'assurance froide qui l'accompagnait. Les traits étaient détendus, vulnérables, dépouillés de l'arrogance qui faisait trembler conseil d'administration et concurrents. Chaque matin, à 6 heures précises, Emma Chen poussait la porte sans bruit. Elle avait appris à ne pas se fier aux apparences. Derrière chaque dossier médical, il y avait une histoire. Derrière chaque patient inconscient, une vie qui méritait d'être traitée avec respect. « Bonjour, monsieur Delacroix. Nous sommes mardi. Il va pleuvoir aujourd'hui, je crois. La ville en a besoin. » Elle ouvrait les rideaux, laissant entrer une lumière douce qui effleurait le visage d'Alexandre. Puis elle préparait l'eau tiède, vérifiait les constantes, ajustait les perfusions avec précision. Ses gestes étaient assurés, presque tendres. Emma n'était pas une infirmière ordinaire par son parcours. À 26 ans, elle vivait dans un petit studio à peine chauffé, croulait sous les dettes étudiantes et envoyait chaque mois une partie de son salaire à sa mère, qui travaillait encore tard le soir à Créteil. Elle enchaînait les doubles quarts, survivait avec des cafés trop sucrés et des repas avalés debout. Elle aurait pu se contenter du minimum. Beaucoup l'auraient fait pour un patient qui ne réagirait jamais, mais elle ne pouvait pas. On disait qu'Alexandre Delacroix est un homme impitoyable. À 34 ans, il avait bâti un empire technologique estimé à 847 millions d'euros. Il possédait un Pantouse surplombant le parc Monceau, un jet privé et une réputation d'homme brillant mais glacial. Le matin de son accident, il avait renvoyé son assistant pour un café trop froid, humiliant, tranchant, incapable d'un simple merci. 3 heures plus tard, sa Tesla s'encastrait dans un mur en béton à 110 km/h. Les médecins lui avaient donné 15% de chance de survie. Il avait défié les statistiques, mais il ne s'était pas réveillé. Au début, sa chambre ne désemplissait pas. Avocat, cadre supérieur, membre du conseil d'administration. Les conversations se faisaient à voix basse, mais jamais sur son état. Toujours sur les parts, les décisions à la succession. Puis, progressivement, le silence avait remplacé l'agitation. Son frère ne venait qu'une fois par mois. Son ex-femme uniquement lorsque les avocats l'exigeaient. Aucune petite amie ne s'était manifestée. Emma avait remarqué ce détail. Un homme qui possédait presque tout, et pourtant personne assis à son chevet. Elle souleva délicatement son bras pour le laver. « Vous savez, j'ai cherché qui vous étiez, dit-elle un matin. Vous êtes célèbre, impressionnant même. Mais les articles disent que vous êtes dur, sans pitié. » Elle rinça doucement le gant. « Je ne crois pas que les gens naissent comme ça. Je pense qu'ils se protègent. Et parfois, ils oublient comment laisser quelqu'un entrer. » Elle repositionna son bras avec soin pour éviter les escarres, vérifia la peau, ajusta l'oreiller. Chaque geste disait « Vous êtes humain ». Un après-midi, après 16 heures de travail, les pieds brûlants et la tête lourde, elle s'assit près de lui un peu plus longtemps que d'habitude. « Je suis fatiguée aujourd'hui, avoua-t-elle. Parfois, je me demande si j'ai fait le bon choix. Les dettes, les horaires et des patients qui ne savent même pas que j'existe. » Sa voix trembla légèrement. Mais ensuite, je pense à Madame Petit qui a pu rentrer chez elle, à Lucas en pédiatrie qui dessine des super-héros, et à vous. Elle baissa les yeux vers ses mains. Vous comptez, même si vous ne vous réveillez jamais. Ça compte de vous traiter avec dignité, comme si vous étiez le fils de quelqu'un, le frère de quelqu'un. Elle essuya discrètement une larme, gênée de sa propre vulnérabilité. Ce qu'elle ignorait, c'est que dans l'obscurité silencieuse de son coma, quelque chose résistait encore. Quelque chose écoutait. Chaque mot, chaque silence, chaque preuve de bonté offerte sans témoin, et sans rien attendre en retour. Avant de continuer, prenez une seconde pour liker cette histoire et vous abonner. Merci. Dans l'obscurité silencieuse où Alexandre était prisonnier depuis 8 mois, quelque chose luttait. Il ne voyait rien, il ne pouvait rien bouger, mais il entendait. Au début, ce n'était que des échos lointains, des voix indistinctes, des conversations techniques, des mots comme
Pronostic, activité cérébrale, réévaluation. Puis une voix avait commencé à revenir plus souvent. Douce, stable, chaleureuse. Emma. Ses paroles étaient devenues un repère dans ce néant flottant. Il ne comprenait pas toujours quand elle parlait du temps qu'il faisait ou du petit Lucas et de ses dessins. Mais il ressentait l'intention derrière chaque mot. Elle ne parlait pas à un milliardaire, elle parlait à un homme. Dans son esprit prisonnier, Alexandre revivait parfois des fragments de son passé, des salles de réunion aux baies vitrées immenses, des signatures de contrats à plusieurs millions, des regards craintifs autour de lui. Il se souvenait de la satisfaction froide qu'il ressentait en dominant une négociation, mais maintenant, ses souvenirs sonnaient creux. Les paroles d'Emma, elles, avaient du poids. Vous avez peut-être oublié comment laisser les gens entrer. La phrase tournait encore. Dans son immobilité forcée, il n'avait plus d'armure, plus de statut, plus de pouvoir. Il n'était plus qu'un corps dépendant des autres, et pour la première fois, il comprenait ce que signifiait être vulnérable. Ce mardi matin-là commença comme tous les autres. Emma entra à 6 heures précises. « Bonjour, monsieur Delacroix. » On dirait que la pluie s'est invitée plus tôt que prévu. Elle posa le gant tiède sur son front, vérifia ses constantes. Tension stable, rythme cardiaque régulier, rien d'inhabituel. Mais dans le silence intérieur d'Alexandre, quelque chose changeait. Il entendait plus clairement, comme si un brouillard se dissipait lentement. Elle continua à parler en lui lavant doucement les bras. Lucas sort peut-être aujourd'hui. Sa mère a pleuré de joie hier. C'est pour ça que je fais ce métier. Une impulsion, infime, un effort immense. Son index tressaillit. Emma se figea. Elle crut d'abord à une illusion. Après 8 mois, l'espoir devient dangereux. Elle observa sa main. « Monsieur Delacroix ?» Un deuxième mouvement. Plus net. Son cœur accéléra. « Monsieur Delacroix, si vous m'entendez, essayez encore. » À l'intérieur, Alexandre rassemblait toute son énergie. C'était comme nager à contre-courant dans une mer épaisse. Chaque tentative demandait un effort colossal. Ses paupières frémirent. Emma enfonça le bouton d'appel d'urgence, la voix tremblante. « Chambre 847. Il y a une réponse !» Les secondes parurent interminables. Puis, lentement, ses yeux s'ouvrirent. La lumière l'agressa. Les contours étaient flous. Son esprit cherchait un point d'ancrage. Il la vit. Emma. Le visage qu'il avait vu des centaines de fois sans le voir vraiment. La voix qui avait traversé l'obscurité. Ses lèvres sèches bougèrent difficilement. Emma, elle retint son souffle. « Vous connaissez mon nom ?» Il déglutit péniblement. Sa gorge brûlait comme s'il n'avait jamais parlé. Entendu, tout. Les médecins envahirent la pièce. Examen neurologique, test de réactivité, ordre rapide. Le moniteur s'affola légèrement sous l'effet de l'adrénaline. Mais Alexandre ne quittait pas Emma des yeux. Son frère arriva dans l'après-midi, visiblement bouleversé, mais maladroit. Les avocats suivirent presque aussitôt. Les téléphones recommencèrent à vibrer. Pourtant, lorsque le calme revint enfin le soir, Alexandre demanda d'une voix faible. « Emma. » Seule. Elle s'assit près du lit, encore sous le choc. Il la regarda longuement, comme s'il découvrait un monde nouveau. « Vous êtes restée. »« C'est mon travail, » répondit-elle doucement. Il secoua légèrement la tête. « Non, beaucoup font leur travail. Vous parliez. Même quand personne ne venait. Même quand je n'étais plus utile. » Le mot resta suspendu. Il avait bâti sa vie sur l'utilité, la performance, la rentabilité. Allongé dans ce lit, il avait compris une vérité brutale. Dès qu'il ne produisait plus, presque tout le monde s'était éloigné. Sauf elle. « J'ai entendu quand vous étiez fatigué, » continua-t-il avec difficulté, « quand vous doutiez, quand vous disiez que ça comptait même si je ne me réveillais jamais. » Les larmes montèrent aux yeux d'Emma. Je pensais chaque mot. Il inspira profondément, encore fragile. Personne ne m'a jamais parlé comme ça, sans rien attendre, sans contrat, sans intérêt. Il détourna le regard un instant, honteux. Vous aviez raison. J'étais exactement ce qu'ils écrivaient. Impitoyable. Je croyais que la faiblesse était un défaut, que la gentillesse était une perte de temps. Sa voix se brisa. Mais allongé là, incapable de bouger, dépendant de tout le monde, j'ai compris ce que ça fait d'être invisible. Un silence chargé d'émotions s'installa. « Vous m'avez traité comme si je comptais, » murmura-t-il, alors que je ne pouvais rien vous offrir. Emma serra doucement sa main. « Tout le monde mérite de la dignité. » Il la fixa avec une intensité nouvelle. « Vous m'avez sauvé la vie 2 fois. Les médecins ont sauvé mon corps. Vous avez sauvé
sauver ce qu'il y avait dedans. Ce n'était plus le PDG arrogant qui parlait, c'était un homme qui venait de voir pour la première fois la valeur de ce qu'il n'avait jamais su acheter. Et dans cette chambre 847, au milieu des machines et de la lumière tamisée du soir, une transformation silencieuse venait de commencer. Et dans cette chambre 847, au milieu des machines et de la lumière tamisée du soir, une transformation silencieuse venait de commencer. La convalescence d'Alexandre fut longue. Son corps avait survécu, mais 8 mois d'immobilité avaient laissé des traces. Rééducation, séances de kinésithérapie, troubles de l'équilibre, migraines persistantes. Lui, qui contrôlait autrefois chaque minute de son emploi du temps, devait désormais apprendre à tenir debout sans aide. Pour la première fois de sa vie, il dépendait des autres. Et chaque étape lui rappelait les paroles d'Emma. Il observait les infirmières courir d'une chambre à l'autre, souvent sans pause. Il voyait les familles inquiètes dans les couloirs. Il remarquait des détails qu'il n'aurait jamais regardés auparavant. Une main serrée pour rassurer, un sourire offert malgré l'épuisement. Un après-midi, lors d'une séance de rééducation, il demanda à voir les comptes de sa société. Son frère pensa qu'il voulait reprendre le contrôle, mais Alexandre avait changé d'objectif. « Nous allons restructurer la mission de l'entreprise », déclara-t-il calmement lors de sa première réunion en visioconférence. « La technologie doit servir les gens, pas seulement les profits. » Les dirigeants restèrent silencieux. Il poursuivit. « Nous investissons dans des programmes hospitaliers, dans des outils médicaux accessibles. Et je crée une fondation, immédiatement. » Quelques semaines plus tard, il convoqua Emma dans le jardin de l'hôpital. Elle le trouva debout, encore légèrement fragile, mais déterminé. « J'ai passé 8 mois à écouter ce qui compte vraiment, dit-il. Je ne veux pas revenir à l'homme que j'étais. » Il lui tendit un dossier. À l'intérieur, le plan complet d'une nouvelle aile pédiatrique financée intégralement, des chambres lumineuses, des espaces de jeux thérapeutiques, une salle de repos digne de ce nom pour les infirmières, une cuisine équipée, des fauteuils confortables et un programme de bourse couvrant intégralement les études d'infirmiers et d'infirmières. Personne ne devrait faire des quarts de 16 heures et survivre aux distributeurs automatiques pour prendre soin des autres. Emma resta sans voix. Les mois suivants furent intenses. Travaux, réunions, autorisations administratives. Alexandre assistait à tout, sans chercher à mettre son nom en avant. Le jour de l'inauguration, l'hôpital Saint-Louis était méconnaissable. Des ballons colorés flottaient dans le hall. Des enfants en fauteuil roulant riaient en découvrant les nouvelles salles de jeu. Les murs étaient décorés de fresques lumineuses. À l'entrée, une plaque dorée. L'aile pédiatrique Emma Chen, où chaque enfant compte. Emma sentit ses jambes trembler. « Alexandre, tu n'aurais pas dû. »« Si, » répondit-il doucement. « Parce que c'est toi qui m'as appris que chaque personne compte, même quand elle ne peut pas parler. » Il ne cherchait pas la reconnaissance publique. Lorsqu'un journaliste lui demanda ce qui avait provoqué ce changement radical, il répondit simplement « Une infirmière m'a parlé comme si j'étais encore un être humain. Elle m'a rappelé que la richesse la plus précieuse, c'est la dignité qu'on offre aux autres. » Peu à peu, leur relation évolua naturellement. Sans précipitation, sans scandale, avec respect. Alexandre apprenait à être présent, à écouter, à dire merci. Emma, de son côté, découvrait un homme sincèrement transformé, conscient de ses erreurs passées et déterminé à faire mieux. 2 ans plus tard, leur mariage fut simple, entouré du personnel soignant et de quelques proches. Pendant ses vœux, Alexandre déclara d'une voix émue « Je pensais avoir tout, mais j'étais vide. J'ai appris que le succès sans humanité n'est qu'une illusion. Tu m'as offert une seconde chance d'être un homme meilleur. » Emma répondit en souriant à travers ses larmes. « Tu as choisi de changer. C'est ça, le vrai courage. » Leur histoire fit le tour des médias, mais pas comme un conte de fées financier, comme une leçon. La leçon qu'un acte de bonté, même dans l'ombre, peut transformer une vie entière. La leçon que la compassion n'est jamais perdue, même quand celui qui la reçoit ne peut pas dire merci. Aujourd'hui encore, chaque matin, ils traversent ensemble l'aile pédiatrique. Ils regardent les enfants jouer, guérir, rire, et chaque sourire est un rappel. La gentillesse est une force silencieuse, mais plus puissante que l'argent, le pouvoir ou la réputation. Si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour liker,
vous abonner, laisser un commentaire et la partager autour de vous. Peut-être qu'elle rappellera à quelqu'un qu'un simple geste de respect peut changer un destin. Parce qu'au fond, nous avons tous besoin qu'une personne croie en nous à un moment où nous ne pouvons plus croire en nous-mêmes. Et parfois, sauver une vie commence simplement par traiter quelqu'un avec humanité.